Cet après-midi sur un sujet important, donc la réforme de la formation professionnelle. On parlait avec Luc de la liste des personnes présentes, un large panel des acteurs de la formation continue ont répondu présent et c'est donc avec un grand intérêt que je vais vous présenter les éléments qui me paraissent importants de souligner dans cette phase de démarrage des 4 sessions consacrées par les vendredis du Créfort à la réforme. Le calendrier est intéressant. Nous sommes donc le 6 juin. La semaine prochaine, des choses vont se débloquer. Un certain nombre de décrets vont être présentés et donc très vite, d'ici la fin juin, nous aurons une rafale de décrets au journal officiel. Mais j'attire votre attention sur le fait que les décrets ne donneront pas tous les éclairages sur le changement ou les bouleversements qu'entraîne cette réforme, parce que, comme le suggère le titre de mon intervention, à la fois nous assistons à une réforme systémique. Je vous l'expliquerai, ce que j'entends par système, les outils, les institutions, mais c'est aussi une réforme dynamique dans le sens où c'est une réforme qui oblige tous les acteurs, et je pense que vous faites partie de ces acteurs, à tous les niveaux, à bouger, à changer de positionnement par rapport à ce qu'on a connu. Et je voudrais vous le démontrer et traduire, si je puis dire, par la lecture de la loi que je vais vous proposer, les propos que vous avez peut-être entendus d'acteurs politiques qui ont utilisé des métaphores, qui ont utilisé des expressions qui effectivement peuvent être démontrées à travers un certain nombre de principes nouveaux dont il va falloir tenir compte dans les prochains mois. Et donc, comme je disais, non seulement nous attendons des décrets, mais des négociations vont avoir lieu au niveau des branches professionnelles. Il y a des espaces de liberté, des espaces de responsabilité, puisque c'est le mot à la mode en ce moment, qui sont largement ouverts par le législateur et par les partenaires sociaux au niveau national interprofessionnel. Donc les branches ont un certain nombre de questions à se poser, un certain nombre de responsabilités à prendre. Elles ne sont pas dans la déclinaison de la loi, elles ne sont pas dans la déclinaison des dispositifs comme par le passé. La loi renonce à un certain nombre de choses et c'est aux branches de savoir si elles perpétuent ou pas certains outils, notamment, et en particulier, on va beaucoup en parler, je pense, la fameuse contribution de 1%, qui apparaît comme une baisse de la contribution obligatoire minimale des entreprises. Est-ce que les branches professionnelles vont prendre le relais et compléter ce 1% par une contribution conventionnelle, afin que l'outil OPCA qu'ils ont souhaité offrir à leurs entreprises puisse offrir le même volume de services qu'avant. C'est une des questions fondamentales qui est posée aux partenaires sociaux au niveau de la négociation collective. Donc on voit bien que là, naturellement, selon les réponses, le périmètre de changement de la réforme de 2014 sera source de changement. Naturellement, au troisième niveau, toutes les institutions, toutes les structures d'accueil, d'information, les organismes de formation, les certificateurs, on va le voir, sont aussi concernés. Ils ne peuvent pas attendre les décrets, ils doivent réfléchir tout de suite aux impacts de cette réforme. Et donc le propos que j'ai préparé va essayer de vous entraîner dans cette amorce de réflexion. Et naturellement, je suis venu avec l'intention surtout de répondre à vos questions, même si effectivement j'ai beaucoup de choses à vous dire. Voilà, donc sans plus tarder, on a fait un petit prompteur du temps que nous avons à gérer avec Luc. Effectivement, il y a quelques contraintes de temps, même si on aura l'occasion de se revoir dans le cadre des autres sessions. Alors, effectivement, une réforme systémique, une réforme dynamique, je pense que avant de rentrer dans la démonstration, peut-être revenir sur l'origine de la réforme et son contenu qui contiennent l'explication certainement de l'ampleur de cette réforme. Revenir sur ses origines, c'est insister énormément sur le fait que cette réforme est comme la réforme précédente, une réforme qui a été
introduite par une première négociation sur la question de l'emploi. Donc, pour ceux qui hésiteraient encore, qui se poseraient des questions sur le sujet, la formation professionnelle est bien au service de l'emploi. Et comme par hasard, c'est à l'occasion donc de la négociation sur la sécurisation de l'emploi que les partenaires sociaux ont imaginé ou ont repris à leur compte une idée qui était déjà là à la fin de l'année 2009. Le Conseil national de formation tout au long de la vie avait suggéré que la prochaine réforme mette en place le fameux compte individuel de formation. À l'époque, on parlait de compte individuel de formation. Là, c'est devenu le compte personnel de formation. Et ils l'ont accompagné d'un dispositif, le Conseil en évolution professionnelle. Et ce point de départ est intéressant à mettre en avant parce que très vite, ce sujet devient le cœur de la réflexion sur la future réforme qui, vous le savez, s'accompagnait également d'un volet décentralisation. Et donc nous sommes dans une conjoncture intéressante cette fois-ci, puisque c'est une loi qui va être en gestation à partir donc de 2013, avec les deux volets. Le volet formation continue pure de l'entreprise, avec les initiatives prises au niveau de l'accord national interprofessionnel, et puis la loi qui a un volet sur la décentralisation. Donc, un vaste chantier est ouvert, d'un côté les partenaires sociaux, de l'autre le chantier de la décentralisation. Est-ce que tout ça va atterrir dans une seule loi? Ce n'était pas évident, il aurait pu y avoir deux lois. Et puis, en fin de compte, le calendrier des municipales va obliger à ce qu'il n'y ait qu'un seul véhicule. Et peut-être qu'il n'y a pas de prétexte politique, il y a peut-être aussi l'idée d'une cohérence. Et il va ressortir effectivement de ce processus une notion très forte qui était déjà présente en 2009, mais là qui est écrite dans le marbre, le principe d'une gouvernance quadripartite. Et ça, c'est un ingrédient très important, aux subtilités et aux nuances importantes, que nous retrouverons d'ailleurs dans le compte personnel de formation, qui, à l'origine, je le rappelle, donc, est à l'initiative des partenaires sociaux. Donc, l'étape 2, c'est bien la réforme de la formation avec toute sa complexité qui va se dérouler dans un calendrier extrêmement court et aboutir à ce constat que du côté des organisations patronales, la division s'exprime sur la question de la disparition du 0,9 minimum obligatoire dans les entreprises. La CGPME n'accepte pas cette disparition, considère que c'est une erreur, et le MEDEF justifie cet abandon sur la base que les entreprises atteignent et dépassent largement ce 0,9. Deuxièmement, qu'au niveau de l'accord national interprofessionnel, au niveau de la loi, chacun doit prendre ses responsabilités. Ce n'est pas à ce niveau-là que doit être imposée une contribution aux entreprises. Les branches professionnelles ont une marge de manœuvre sur ce sujet-là. Le législateur n'a même pas à suggérer ce sujet-là. Et si on veut retrouver une trace de cette disposition relative aux contributions conventionnelles, elle n'apparaît pas dans les thèmes de la négociation au niveau des branches professionnelles, elle apparaît dans la comptabilité des OPCA. Il est dit que dans la nouvelle comptabilité des OPCA, les OPCA peuvent gérer des contributions conventionnelles. Donc on voit bien que sur ce sujet-là, il s'agit bien de prendre ses responsabilités, et le choix qui a été fait par les signataires, c'est de dire que l'outil 09, la contribution obligatoire, l'imputabilité, tout le mécanisme du contrôle des dépenses par les entreprises, tout ça n'est plus nécessaire pour que ça fonctionne et peut-être même contre-productif pour que ça fonctionne. Ce qui fait que nous voyons bien qu'il y a eu une sorte de donnant-donnant. On crée un compte personnel de formation, on le finance sur la contribution des entreprises, donc c'est bien l'outil souhaité par les partenaires sociaux, mais la grande différence avec le droit individuel à la formation, c'est que le compte personnel de formation servira aussi aux demandeurs d'emploi. Et que donc, une grosse partie de la contribution des entreprises, encore plus qu'avant, surtout qu'elle est ramenée à 1%, eh bien, cette nouvelle contribution sert à la fois à la formation des salariés et à la formation des demandeurs d'emploi. Donc les partenaires sociaux se retrouvent devant une nouvelle situation, les OPCA se retrouvent devant une nouvelle situation, les fonds GESIF sont devant une nouvelle situation. Ils sont de plus en plus dans le maillage emploi-formation, puisqu'ils accueillent plus largement, ils vont accueillir plus largement les publics des demandeurs d'emploi. Enfin, et c'est intéressant, on n'est pas sorti de la réflexion sur la responsabilité. Le pacte de responsabilité est en négociation. On est dans un contexte économique, malheureusement, qui n'est pas favorable.
la formation est une réponse au problème, mais dans un contexte dégradé. Ce n'est pas facile de faire du placement après des formations quand l'emploi n'est pas là. Mais en tout cas, la réflexion est là. Il s'agit bien à chacun de prendre ses responsabilités. Le législateur a pris les siennes, les partenaires sociaux au niveau national interprofessionnel a pris les siennes. Nous assistons à la création d'un corpus juridique qui est plus rétréci au niveau de la loi et donc plus rétréci au niveau des décrets. Il y a donc un champ qui s'ouvre au niveau de la négociation collective. C'est donc un élément de contexte qu'il faudra garder à l'esprit en permanence. Alors, le résultat de ce processus, c'est un contenu législatif colossal, puisque nous avons des nouveaux dispositifs, la décentralisation, l'orientation, l'apprentissage des mesures pour l'emploi, le financement du paritarisme qui est résolu, puisqu'il était jusqu'à présent prélevé sur la gestion des fonds de la formation professionnelle par les organismes collecteurs. Donc on voit bien que le législateur s'est attaqué à beaucoup de sujets à l'occasion de cette loi du 5 mars 2014. Et si on traduit ça sur une sorte de petit tableau de synthèse, qui n'a pas l'ambition d'être exhaustif, on peut classer en deux grandes familles les initiatives contenues dans cette loi. Une réforme des outils, une caisse à outils singulièrement revisitée, avec le compte personnel de formation, le conseil en évolution professionnelle, l'entretien professionnel, la garantie formation, les contributions, le CE, l'orientation professionnelle, le passeport orientation formation compétences qui réapparaît avec le compte personnel de formation, la définition de l'action de formation, des changements concernant l'apprentissage, la professionnalisation, et naturellement le contrôle qui voit son périmètre changer. Du côté des institutions, la décentralisation, bien sûr, très importante, le service public de la formation professionnelle, mais aussi celui de l'orientation, les questions du bureau quadripartite du CREFOP, la mise en place de nouvelles structures, donc qui, dans la loi, s'appellent COPINEF et COPIREF, mais qui s'appelleront COPANEF et COPAREF pour les partenaires sociaux. Beaucoup de changements également sur les périmètres des OPCA, des OPACIF et des OCTA, le paritarisme, le contrôle, la qualité aussi qui apparaît dans le champ de la loi, la qualité de la formation, et puis donc des instances de pilotage qui vont être aussi revues, avec des négociations très importantes également. Donc, plutôt que de vous présenter cadre par cadre les sujets, je me suis dit qu'en démarrage de ces 4 sessions, c'est intéressant d'essayer de regarder le sujet sous l'angle des acteurs et puisque j'ai annoncé une réforme dynamique, qui suppose que l'ensemble des acteurs, l'individu beaucoup plus présent qu'avant avec la mise en place du compte personnel de formation et du CEP, du conseil en évolution professionnelle, les entreprises avec la disparition du 09, les branches professionnelles, j'en ai déjà dit quelques mots, je reviendrai là-dessus parce qu'il faut quand même parler de la contribution obligatoire et bien comprendre ce qu'elle représente par rapport à l'ancien INSIS des entreprises. Naturellement, on aurait pu commencer par ce thème-là, mais je pense que ça sera le coup d'après. Bon. Dans le coup d'après, on parlera de la formation professionnelle à partir des territoires, c'est évident. Mais là encore, on est influencé par la mise en place de ce CPF, qui est un dispositif national. Donc on parlera naturellement de la décentralisation et de la gouvernance quadripartite, parce que c'est un ingrédient important à intégrer. L'ambition n'est pas de dire la région doit tout faire, c'est la région doit piloter avec le concours des autres. C'est ça le message. Et enfin, les prestataires de formation, au sens large, avec la question notamment des certificateurs, de la VAE. Voilà, donc un sujet vaste qu'on va essayer de rythmer le plus possible, le mieux possible.